Tu te réveilles ce matin. Tu ouvres les yeux. Tu te sens toi. Pense à la dernière fois que tu as vu ta mère. Puis pense à la dernière fois que tu étais avec tes amis proches. Puis en réunion au travail. C'était vraiment toi, les 3 fois? La plupart des gens répondent oui instinctivement. Et pourtant, si quelqu'un t'avait filmé dans ces 3 situations, il aurait du mal à croire que c'est la même personne. Ta voix change. Ton vocabulaire change. Ton humour, ta posture, ton niveau de confiance, la façon dont tu ris. Tout change. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Ce n'est pas de la fausseté. C'est quelque chose de bien plus profond et de bien plus ancien que tu ne le crois. En psychologie sociale, on appelle ça le self-monitoring, le contrôle de soi social. Le concept a été formalisé dans les années 1970 par le chercheur Mark Snyder. Snyder a montré que les humains ajustent en permanence leur comportement en fonction des signaux sociaux qu'ils perçoivent autour d'eux. Pas consciemment, pas délibérément, automatiquement. Ton cerveau scanne l'environnement social et adapte ta présentation en temps réel, comme un acteur qui jouerait un rôle différent sur chaque scène sans jamais lire le script. Et tu ne t'en rends presque jamais compte. La raison est évolutive. Pendant la quasi-totalité de l'histoire humaine, être rejeté du groupe signifiait mourir. Pas métaphoriquement, littéralement. Un humain seul dans la savane, sans tribu, sans protection collective, avait une espérance de vie très courte. Ton cerveau a intégré cette réalité au niveau le plus profond. Il surveille en permanence ta position sociale. Il détecte la moindre variation dans le regard des autres. Et il ajuste ton comportement pour maximiser ton appartenance au groupe. C'est pour ça que tu deviens presque automatiquement plus formel avec certaines personnes, plus détendu avec d'autres. Ce n'est pas toi qui décides, c'est ton cerveau qui gère. Des recherches en neurosciences ont montré que le cortex préfrontal médian, la zone du cerveau associée à la représentation de soi, s'active différemment selon que tu penses à toi seul ou à toi en relation avec d'autres. Autrement dit, ton cerveau a des représentations multiples de toi-même, une pour chaque contexte social majeur de ta vie. Tu n'as pas une identité, tu en as plusieurs. Et elles coexistent sans se contredire parce que ton cerveau les gère séparément. Le psychologue Kenneth Gergen a introduit le concept de moi saturé. Dans les sociétés modernes, on interagit avec tellement de personnes différentes, dans tellement de contextes différents, qu'on finit par habiter une multitude de versions de soi-même simultanément. Ça crée parfois un sentiment flou, une difficulté à répondre simplement à la question « Mais qui suis-je, vraiment ?» La réponse inconfortable est la suivante. Tu es tous ces gens à la fois. Il n'y a pas une version authentique cachée derrière les autres. Chaque version de toi est aussi réelle que les autres. Le toi qui se détend avec ses amis n'est pas plus vrai que le toi qui reste professionnel en réunion. Ce sont des facettes d'un même prisme, pas des masques posés sur un visage original. Ce qui est fascinant, c'est que cette plasticité identitaire est un signe de santé mentale, pas de faiblesse. Les études sur le bien-être psychologique montrent que les personnes qui savent adapter leur comportement selon les contextes sociaux, sans se sentir trahies par elles-mêmes, ont tendance à être plus résilientes, plus créatives et plus à l'aise dans les relations complexes. C'est la rigidité qui pose problème. Être exactement pareil avec tout le monde, dans tous les contextes, ce n'est pas de l'authenticité. C'est souvent de l'inflexibilité sociale. Alors la prochaine fois que tu remarques que tu es une version légèrement différente de toi-même selon les gens autour de toi, ne te juge pas. Ton cerveau fait exactement ce pourquoi il a été façonné par des millions d'années d'évolution sociale. Tu te réveilles ce matin avec le sentiment d'être toi. Et tu l'es, dans toutes tes versions.